Bienvenue dans ce nouveau du JT du grenier, réalisé sans trucage, sans montage, d'un coup d'un seul et avec un énorme rube, une rhinopharyngite aiguë, une gorgéite complètement inflammée. Et en plus, une mauvaise humeur totale, compte tenu que mon grenier est menacé. Eh oui, mes amis, le grenier est menacé. Le grenier est menacé parce que l'État veut nous interdire d'habiter dans des maisons. Et qui dit interdiction d'habiter dans des maisons, dit interdiction de grenier. Voilà, donc mes poules, mes chats et moi sommes vent debout contre cette dernière sortie ministérielle que nous allons ensemble décortiquer et sur laquelle nous allons réfléchir et penser parce qu'évidemment, il y a un vrai sujet qui est celui de la transition écologique et énergétique, de ce qu'elle implique de par ses conséquences. Et donc, je vous propose que nous parlions de dernier propos d'Emmanuel Wargon, ministre du Logement, qui a dit en gros « faut en finir avec la maison individuelle ». Tous dans des cités dortoirs, tous dans des grands ensembles, il faut densifier nos villes et nous enfermer dans des cages à poules et dans des cages à lapins. Allez, venez, JT du grenier. Et donc dans ce JT du grenier spécial, même pas franchement immobilier, mais spécial, je vais pas dire coup de gueule. Il y a d'un côté effectivement un coup de gueule et je pense que c'est très important de poser les choses et de dire bah non, nous la population, ce qu'on veut à 75%, hein, c'est les études, à 75%, les Français veulent vivre dans des maisons individuelles. Ils n'ont pas envie d'aller s'entasser dans des grands ensembles. Et on comprend, vous allez voir, on va parler un petit peu d'urbanisme, on va parler de l'évolution à travers le temps, on va parler d'organisation sociétale, et puis évidemment d'impact environnemental. Et je pense que tout ça, quand vous avez un ministre qui vous livre la solution alors que vous avez plein d'alternatives, ça doit se discuter, et c'est ce qui me pose un problème fondamental dans le débat politique actuel, c'est que c'est toujours binaire, et donc si vous faites pas ça, alors vous êtes un affreux fasciste, raciste, nazi, tout ce que vous voulez, un rasiste, un nazriste, enfin bon, voilà, et tous les anathèmes, un complotiste, un iste, un phobe, tout ce que vous voulez. Et donc on n'a plus le droit de réfléchir. Alors moi, je vous le dis, on va réfléchir ensemble et on va montrer à quel point les propos d'Emmanuel Wargon dans Habiter la France de demain, qui était un grand colloque, c'est un truc, ça dure 4 heures. D'ailleurs, on se demande ce qu'elle fait, la ministre, hein, parce qu'elle est là au début, elle est là à la fin, puis pendant on la voit pas. Donc bon, elle travaille pas pendant 4 heures. Bon, puis ils adorent se déplacer. Puis tout ça, ça travaille pas beaucoup. Hein. Donc Habiter la France de demain, réconcilier les contraires, 14 octobre 2021, à partir de 3h, 19 minutes et 15 secondes. Vous allez sur YouTube. Vous avez cette vidéo, vous pouvez la voir et vous pourrez entendre l'intervention de la ministre de vos oreilles entendues à partir de 3h, 19 minutes et 15 secondes. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description en dessous là, de la vidéo pour que vous puissiez évidemment aller écouter par vous-même ce discours d'Emmanuel Wargon, ministre du Logement. Alors je la cite, la déclaration de la ministre qui a fait hurler, c'est une vision qui passe par un changement culturel et implique un nouveau modèle d'aménagement, proposer un nouvel idéal aux Français. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle du pavillon avec jardin, l'idéal de la maison individuelle n'est pas soutenable et nous mène à une impasse. Merci, au revoir, circulez, il n'y a plus rien à voir. Terminez les greniers, de l'éco et pas de l'éco. C'est fini, plus de maison individuelle. Emmanuel Wargon l'a dit très clairement. Alors oui, alors tollé, hein, tout le monde s'est mis à hurler, président de la Fédération de construction des maisons individuelles, bon, un certain nombre d'économistes, bon, ça a commencé à couiner un peu, et donc Emmanuel Wargon a très rapidement rétropédalé et publié, surtout quand il a été dit qu'elle habitait une belle maison à Saint-Mandé. Saint-Mandé, c'est une banlieue chic de la banlieue est, Vincennes, Saint-Mandé, ce sont des banlieues chics, et donc elle a une belle maison, même si elle dit de ville et mitoyenne, Saint-Mandé, ça coûte très 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 cher, une maison de ville à cet endroit-là, et donc elle a parfaitement le droit, je comprends très très bien qu'elle ait une maison de ville, moi c'est pas moi qui vais la critiquer, c'est simplement que si je comprends parfaitement qu'elle ait envie d'avoir une maison de ville à Saint-Mandé, elle doit me laisser moi aussi avoir le droit d'avoir mon grenier en Normandie avec mes poules et mes chats. Il n'est pas question d'en finir avec la maison individuelle. Elle regrette la caricature faite de ses propos qui ne reflètent pas la teneur de son discours prononcé ce jeudi 14
octobre. Elle l'a quand même dit en gros, on va revoir ça, on va analyser ça. Ces propos exacts, ils sont bien là, nous devons désormais l'affirmer de façon claire, le modèle du pavillon avec jardin, l'idéal de la maison individuelle n'est pas soutenable et nous mène à une impasse. Elle l'a bien dit, d'ailleurs, ça a bien été compris comme ça et tout le monde l'a compris comme ça, regardez. Sortir à Paris, titre, le gouvernement veut-il vraiment en finir avec les maisons individuelles? La Tribune, le gouvernement veut en finir avec la maison individuelle, un non-sens écologique. Le Figaro, le gouvernement veut en finir avec la maison logement idéal des Français. Donc c'est très très clair, tout le monde l'a bien compris comme ça. Et pourquoi tout le monde l'a bien compris comme ça? Parce que c'est une idée qui est portée par le gouvernement depuis en réalité très longtemps dans un certain nombre de cercles de discussion, d'analyses prospectives, etc. Il faut arrêter avec la maison individuelle. Pourquoi il faut arrêter avec la maison individuelle? Parce que c'est la ZAN, zéro artificialisation nette, le ZAN. Alors pour moi, le ZAN, c'était, vous savez, le truc à la réglisse là, mais en fait non, c'est pas un bonbon. Le ZAN, c'est la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'il ne faut plus manger, grignoter sur les terres agricoles. Ok, ça peut se réfléchir. Ça doit même pouvoir se débattre, parce que c'est pas une absurdité que de poser le sujet. Donc c'est ça que nous allons voir, justement. Et avant de parler de ça, nous allons un petit peu parler d'urbanisme en France. Alors l'urbanisme en France, en fait, depuis 2000 ans, d'accord, 3000 ans que la France existe, l'urbanisation de la France, c'est des hameaux avec des villages. Et les hameaux avec des villages, ce sont des cahutes qui sont devenues des maisons. Depuis le village gaulois d'Astérix et Obélix avec leurs petites maisons en armorique jusqu'à nos maisons individuelles d'aujourd'hui, le modèle urbanistique français, historique, ancestral, français, italien, de partout, c'est la cahute et le rassemblement de cahutes, donc c'est le hameau ou le village. Et ça, c'est partout, que ce soit en Afrique, dans les Amériques, nord-sud, en Asie, vous retrouvez ce modèle. Alors vous avez des gens qui bougent, vous avez des gens qui peuvent avoir des yourtes, qui peuvent se déplacer, vous avez des gens qui sont avec des roulottes, des calèches, peu importe. Mais globalement, le modèle ancestral, c'est le village. Et en France, il va falloir attendre le Deuxième Empire, Napoléon III, 1852-1870, la guerre contre l'Allemagne de 1870, où nous sommes des faits, et avec le préfet de police de la ville de Paris, Haussmann. Et Haussmann, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il casse tous les logements insalubres qu'il y a dans Paris, parce que c'est n'importe quoi, et il construit ces beaux immeubles dits haussmanniens. C'est la première révolution urbanistique française depuis la nuit des temps. En réalité, d'accord, le développement anarchique des villes, bon voilà, on n'a jamais eu des villes qui dépassaient plus d'1 million en Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, la ville de plus d'1 million d'habitants n'est pas soutenable, parce qu'il faut bien l'alimenter, y assurer l'hygiène et la salubrité, et donc on n'a jamais su faire sans énergie, sans électricité, sans pétrole et sans une débauche d'énergie pour alimenter cette ville, des villes de plus d'1 million d'habitants. Et je rappelle que Paris est ceinturé par la ceinture maraîchère, en 1870, vous pourrez vous amuser, c'est un livre que j'avais lu, La cuisinière assiégée pendant le siège de Paris, d'accord, pendant la guerre, Paris est assiégé, on mange les rats et donc vous avez des recettes de pâté de rat, de comment on cuisine le chat, bon voilà, et donc le chat qui est très proche du lapin, bon, et donc vous avez un bouquin que vous pouvez aller télécharger sur le site de la Bibliothèque nationale de France où vous avez cet ouvrage qui est La cuisinière assiégée et vous verrez qu'en fait c'était la petite ceinture maraîchère de Paris qui alimentait Paris. Et là aujourd'hui où habite notre ministre Wargon à Saint-Mandé, en réalité c'était des champs, c'était du maraîchage et c'était de là qu'on cultivait ce qui était mangé évidemment dans les villes, donc on était en circuit court. Mais là, c'est la première révolution urbaine. Elle a lieu à ce moment-là. D'ailleurs, on dira que la question du logement insalubre n'a pas été résolue par Haussmann. Elle a été que déplacée. Et évidemment, elle a été déplacée plus loin. Et donc là, il ne se passe rien pendant un siècle. D'accord? On reste sur Haussmann pendant un siècle. Et il faut attendre 1958-1960, deuxième grande révolution urbanistique en France,
c'est les grands ensembles, avec la politique du général de Gaulle lancée en 1958, pour en terminer avec les bidonvilles, pour loger les Français et reconstruire la France. Donc c'est le nouveau grand plan de construction. Et Georges Pompidou dira en 1971, 2021, je vous laisse calculer, à 40 ans d'écart, 50 ans d'écart, il faut adapter la ville à l'automobile. Il faut adapter la ville à l'automobile. Voilà. Donc là, on est en 1960, il faut adapter la ville à l'automobile. Nous sommes en 2021, et le message actuel, c'est il faut adapter la ville à l'absence d'automobile. Donc vous voyez, il y a évidemment des choses qui changent. Excusez-moi. Il y a des raisons. Et puis regardez, il y a une troisième grande période, donc jusqu'en 1960, 58, 60, 70, on construit de très grands ensembles. Et puis ces grands ensembles, 40 ans plus tard, au début des années 2000, on va les détruire. Parce qu'évidemment, dedans, on y a concentré toute une misère de population. Ici, c'est la cité des 4000. Il y avait 4000 logements. C'était à la Courneuve. C'était un ensemble absolument énorme et dans lequel on a concentré énormément de misère, différentes arrivées migratoires qui se sont empilées les unes les autres, avec des taux d'analphabétisation, de chômage qui étaient absolument énormes. Et donc tout ça, on le concentrait dans un habitat qui s'est dégradé et qui est devenu profondément inconfortable et que tout le monde a voulu fuir en fait, et que dès que les gens pouvaient fuir ces grandes cités, évidemment, ils les fuyaient. Vers quoi? Pour aller, bien entendu, vers une maison individuelle. Par réaction sur l'inconfort de vie. Je ne vous parle pas du chauffage central, je vous parle de l'inconfort de vie au sens large, de la promiscuité que génèrent ces ensembles quand on a des populations qui sont hétérogènes. Alors évidemment, c'est l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, créée par la loi Borloo en 2003 et qui vise à détruire, on a dépensé des centaines de milliards d'euros depuis 2003 pour détruire ces immenses bars et reconstruire des ensembles plus petits. Donc en réalité, nous avons dédensifié. Et aujourd'hui, Emmanuelle Wargon, dans son discours, a parlé de redensifier. D'accord, elle a parlé d'intensité heureuse, on va voir ça. Mais le problème, c'est que on voit bien que la densification ne fonctionne pas parce que la densification elle amène des problèmes majeurs, notamment des problèmes sociaux et des problèmes de ghettoisation, on le sait. C'est inutile de se cacher derrière son petit doigt comme ça pour dire c'est pas vrai, gna gna, il n'y a qu'à faire de la mixité, il n'y a qu'à faucon. Non, c'est pas vrai, ça marche pas. Dès que les gens ils peuvent partir de ces ensembles-là, ils en partent. Dès que les gens peuvent quitter les cités HLM, ils les quittent. Ça plaît pas, c'est comme ça, c'est peut-être pas politiquement correct, mais quand vous êtes un acteur individuel, rationnel, c'est ce que vous faites. Et quelle que soit votre couleur, bleu, jaune, blanc, vert, rouge, quand vous aurez les moyens de quitter les HLM, vous quitterez évidemment les HLM, sauf ceux de la ville de Paris qui sont très très bien situés, mais ça c'est autre chose. Et donc au même moment, l'urbanisme français de la maison individuelle. En raison de la crise du logement, il y avait au début une relative mixité sociale entre classes. Alors là, je cite un article qui était assez intéressant. Et couches populaires, même si elle débouchait sur une cohabitation conflictuelle. Chamboredon et Le Maire en 1970. Elle a cessé dans les années 70 avec la nouvelle politique en faveur de l'accession à la propriété et dans des lotissements de maisons individuelles préfabriquées, bon marché. Le départ des habitants qui en avaient les moyens a été massif. Et donc en fait, on a aussi fait de l'accession à la propriété. L'accession à la propriété, c'est chouette ça paraît vachement social, c'est ce qui est le cas. Mais sauf que dès que vous en avez un petit peu les moyens, donc les classes populaires, entre guillemets pauvres, qui étaient éligibles au logement social, et donc qui assuraient une mixité dans ces grands ensembles, eh bien, dès qu'elle peut accéder à la propriété, en plus on lui offre des mécanismes pour acheter sa petite maison, etc. Donc évidemment, elle fonce, elle saute le pas, et elle va dans sa petite maisonnette, dans son pavillon de banlieue. Le problème, c'est qu'elle quitte, et puis elle libère une place, et dans ce HLM, on fait rentrer quelqu'un de plus pauvre, et donc on retire les gens un peu plus riches et on met de plus en plus de gens pauvres ensemble. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a favorisé évidemment l'émergence des ghettos, la politique d'accession à la propriété, en aidant les gens à accéder à la propriété, on les sort du HLM, on part d'un parcours résidentiel. Donc on commence par un HLM, on travaille, on s'enrichit un petit peu, puis un jour on peut devenir propriétaire. Et donc c'est logique en fait de quitter le HLM, mais quand vous faites ça, ça veut dire que vous avez toujours dans les HLM les plus pauvres parmi
les plus pauvres. Habiter un grand ensemble est devenu un choix par défaut. La dégradation technique et la stigmatisation sociale se sont mutuellement renforcées. La démolition a été présentée comme la seule solution pour en sortir, ce qui témoigne d'une amnésie historique flagrante, oui. Parce que ça n'a pas toujours été horrible, ces grands ensembles, notamment dans les années 60, quand les gens sortaient des campagnes où ils n'avaient pas l'eau courante ni le chauffage, et qu'ils arrivaient dans ces grands ensembles où ils avaient le chauffage central, 20 degrés, et l'eau courante et en plus potable. Je peux vous assurer que c'était un progrès absolument majeur pour eux, et la vie était très très agréable et très très douce. Ça s'est dégradé pour d'autres raisons que je n'exprimerai pas ici. Alors l'urbanisme français, c'est également la ZAC, la ZI et mon Dieu que c'est moche. Alors là, la ZAC, c'est quoi? C'est la zone d'activité commerciale. Alors ici, vous avez une photo d'une ZAC qui m'a complètement traumatisé, mais il y en a quelques-unes qui m'ont traumatisé. Alors ici, c'est la Patte d'Oie d'Herblay. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le Val d'Oise. Donc la Patte d'Oie d'Herblay, c'est il n'y a pas plus moche. C'est embouteillé. On se tape dessus. Ça, c'est horrible en fait. Voilà, c'est sans intérêt. C'est pas une vie. Et donc c'est un urbanisme très moche. On rentre dans des villes par des ZAC qui sont immondes, avec des ronds-points sans âme, avec des grands panneaux, des machins, des entrepôts, des... Bon, c'est objectivement un urbanisme absolument désastreux et qui effectivement nécessite la voiture. Ces zones sont absolument immenses et on termine par divorcer chez Ikea, mais c'est pareil à Mondeville, à Caen, pour parler de ma Normandie, c'est pareil pour Tourville-la-Rivière à Rouen. Bon, Tourville-la-Rivière, c'est une zone insupportable, vous avez un périph' autour, vous avez l'usine de Cléon qui est pas très très loin, vous avez un périph' autour de cette zone qui est terriblement embouteillé, rentrer dedans c'est compliqué, sortir dedans c'est compliqué. Il y a des centaines de milliers, de millions, de milliards de personnes qui s'entassent au Leroy Merlin de chez Tourville-la-Rivière. Oui, vous voyez, ça sent le vécu, comme à la Patte d'Oie d'Herblay. Donc bref, c'est moche, voilà, c'est moche, c'est esthétiquement moche, c'est humainement moche, ça ne fait rien ressortir de bon. Et l'urbanisme, la manière dont on occupe un espace, c'est fondamental également pour évidemment la pacification sociale. Si j'occupe bien mon espace, les rapports sociaux sont bien plus doux et bien plus faciles. Alors c'est pas la seule recette, c'est pas une recette magique pour assurer la paix civile, mais en tout cas ça y contribue bien évidemment. Et donc Emmanuel Vargon va nous parler dans son discours de l'intensité heureuse au lieu de la densité. Comme c'est beau. Vous voyez, ça c'est de l'élément de langage. Mais enfin, c'est du foutage de gueule intégral parce que intensité heureuse au lieu de densité, c'est vraiment nous prendre pour des cons. C'est ce que j'appelle l'intensité heureuse. Une densité d'habitat qui crée des quartiers dynamiques, vivants et chaleureux. L'accès à des services de qualité, au numérique, la proximité avec les lieux de travail, les commerces, des espaces publics offrant des lieux de respiration et générateurs de liens sociaux. Ce sont les contreparties que nous devons offrir à un cadre de vie plus dense. Ce sont les contreparties pour construire un nouvel idéal. Ah, le nouvel idéal. Alors le nouvel idéal, méfiez-vous, dès que quelqu'un vous parle d'un nouvel idéal et que vous ne le partagez pas, ça se termine généralement assez mal. Toujours se méfier de ceux qui veulent construire un nouveau monde, un nouvel idéal, surtout quand c'est pas le vôtre. Toutes les dictatures veulent construire un nouvel idéal, y compris évidemment la dictature écolo. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis en vert, un nouvel idéal où vous fermez votre gueule et vous vivez comme on vous demande et comme on exige de vous de vivre, même si vous n'avez pas du tout envie de vivre comme ça. En fait, on ne vous demande pas votre avis, c'est comme ça, c'est pour la planète, la ferme, et ça ne se discute pas. Et moi je dis évidemment ça se discute, ça doit se discuter parce qu'on a plein d'autres manières de vivre qu'avec une intensité heureuse stupide qui n'arrivera jamais parce que intensité heureuse ou densité heureuse, vous avez évidemment une contradiction majeure dans les termes. C'était tellement majeur que la dernière fois qu'on a fait de la densité, on a fini par exploser nos tours parce que ça ne marche pas. Alors on peut toujours recommencer en disant oui mais tu comprends, au 16e étage, il y aura un espace partagé. Et puis en bas, on fera un potager et un jardin participatif. D'accord? Parce qu'il faut que la ville de demain, ce soit une intensité heureuse et désirable. Voilà, ça sera désirable, mais enfin bon, le potager, personne s'en occupera, tout le monde s'en foutra. De même que l'espace partagé dans lequel on ne pourra pas aller parce qu'il sera occupé par des dealers et des drogués. D'accord? C'est ça l'intensité heureuse. Donc merci, vous êtes bien aimable, mais c'est bon, on a donné. On a tellement donné qu'on les a cassés, ces grands ensembles. Donc évidemment, l'intensité, il faut la faire avec ce que l'on est.
Et quand on voit le bazar qu'il y a dans ce pays, c'est compliqué tout de même de faire une intensité heureuse. Et je pense qu'on est tous, si on est un peu objectif, conscients de ça. Alors voilà, regardez, ça c'est l'intensité heureuse à Hong Kong. Alors à Hong Kong, vous allez sur Internet et vous tapez Hong Kong logement cage, d'accord? Ou habitat cage. Vous voyez. Alors chaque cage, c'est le logement d'un pauvre gus, quoi. Voilà, l'intensité heureuse, avec l'empreinte écologique la plus faible, c'est ça, d'accord? Chacun sa petite cage, c'est des lits superposés, bien grillagés comme ça, avec un cadenas, comme ça vos affaires elles sont protégées évidemment, hein, quand même, hein, vous avez votre espace, vous avez dans votre intimité, hein, ça voilà, c'est remarquable, n'est-ce pas? Vous avez envie de vivre comme ça. Ben, ça c'est l'intensité heureuse que vous avez à Hong Kong. Alors pour les plus riches, c'est ça l'intensité heureuse à Hong Kong, c'est sous un pont, et là on vous installe des tubes à égout, hein, et ces grandes canalisations à égout en béton, eh bien on les transforme en petits appartements, je sais pas, de 4, 5, 6 mètres carrés, 10 mètres carrés peut-être, c'est plus petit qu'un container, enfin vous voyez la logique, et puis on les empile, on met un petit climatiseur, et hop, zou, allez voilà, t'es logé, intensité heureuse. Ah c'est beau l'intensité heureuse. Donc, un autre sujet dans la réflexion qu'on mène actuellement, c'est évidemment la voiture et l'urbanisme. Donc en 1971, souvenez-vous, Pompidou qui dit il faut adapter la ville à l'automobile. Vargon, ce modèle d'urbanisation qui consacre un espace à une unique fonction et qui dépend de la voiture pour les relier, est largement dépassé. Et là, Vargon a raison. Le constat est juste. Le constat est juste, il y a un vrai sujet, qui est largement dépassé, constitue aujourd'hui un non-sens écologique, économique et social. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc il y a véritablement quelque chose à discuter. Le problème, c'est qu'on le discute, ils veulent pas nous le discuter en fait. Voilà, bon. Et ils veulent pas parler des alternatives. Ils ont leur idée, ils vous vendent leur idée. Point. Hein, les vôtres, ça les intéresse pas. Les flux en voiture impliqués par nos modèles d'urbanisme sont effectivement un problème, mais la densité urbaine est-elle réellement plus écologique que l'habitat en maison et l'habitat individuel en fait? Est-ce que vous pensez que le bilan carbone d'une ville, est-ce que vous pensez que le bilan environnemental d'une ville comme Paris de 12 millions d'habitants est réellement soutenable vis-à-vis de l'étalement urbain par exemple? Ça, c'est une vraie question aussi qu'il faut se poser. La ville est-elle écologique? La ville n'est-elle pas plus le problème? Et comment réduire notre besoin de logement? Parce que comment cela se fait-il qu'on ait besoin de logement? Et ça nous amène à une autre question. La ville, c'est quoi? Et la ville, ça vient d'où? La ville, c'est un modèle d'urbanisme hérité de la révolution industrielle. On va dire qu'en gros, ça commence en 1850, la ville. D'accord? Donc on part des campagnes pour aller dans les villes parce qu'on a besoin de concentrer de la main-d'œuvre pour faire marcher des usines. Parce qu'on a la première révolution mécanique avec l'arrivée de la machine à vapeur, etc. Donc on a de l'énergie mécanique et cette énergie mécanique, elle va nous permettre de faire des usines. On va avoir besoin d'ouvriers. Et puis aujourd'hui, on n'a plus d'usines. Donc si on n'a plus d'usines et qu'on n'a plus besoin d'ouvriers, en plus c'est parti en Chine, tout ça. Mais il est évident que nous n'avons plus besoin de villes telles qu'elles sont aujourd'hui et telles qu'elles sont héritées de la révolution industrielle. En plus, on a le télétravail, en plus, on a la précarisation des emplois et des carrières, et en plus, on a un coût très élevé du fait de vivre en ville. Et on a la concentration de toutes les misères dans des espaces réduits, notamment dans des banlieues, dans des cités et dans des périphéries des villes où c'est très compliqué. Ceux qui habitent Porte de la Chapelle avec tous les drogués, ça a donné quelques reportages. Bon, voilà. Pourquoi a-t-on besoin de construire autant? Et ça, c'est une autre question. Pourquoi on construit? Pour loger. Ouais, très bien. Mais pour loger qui? Pour loger qui, les enfants, hein? Et en quelle quantité? Voilà un vrai sujet. Et donc quand vous faites rentrer 200 ou 300 ou 400 000 personnes par an dans un pays, c'est 200, 300 ou 400 000 personnes évidemment qu'il faut loger. Et donc la question à se poser, c'est pas est-ce qu'on doit interdire les maisons ou est-ce qu'on doit augmenter la densité ou l'intensité? C'est finalement pourquoi vouloir agrandir notre population en permanence en fait? Et pourquoi accroître notre besoin de logement? Si on laissait faire la démographie, aujourd'hui la démographie elle décline en Italie, elle décline en Espagne, elle décline en Allemagne la population en Europe ne progresse que parce qu'il y a un afflux de migration. Alors, il ne s'agit pas de dire je suis pour ou contre, c'est même pas le problème, vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, c'est pas le sujet. Mais en termes d'urbanisme, si on a besoin de construire, c'est qu'on a besoin de loger. Si on a besoin de loger, c'est qu'on a besoin de loger des populations.
Et donc là se pose la question de la démographie. Et donc vous avez deux manières de répondre à la question déjà. Et peut-être que ça devrait pouvoir se discuter. C'est-à-dire plutôt que de nous dire comment on doit habiter, on peut peut-être nous dire combien de personnes doivent habiter. Déjà, ça, c'est différent. Et par rapport à ce qu'on peut construire de manière durable et de manière acceptable pour le confort de tous, des déjà là comme des nouveaux venus, les déjà là dans toutes leurs différences et les nouveaux venus dans toutes leurs différences, pour que ce soit acceptable pour tout le monde, eh bien, quelle est la quantité de gens que l'on peut prendre? Parce que si c'est pour les mettre dans des gymnases ou les laisser dormir dehors avec une pipe à crack, comme c'est le cas actuellement, et les enjamber sur les bouches de métro à Paris, bon, enfin, je veux dire, je suis pas persuadé que ce soit faire preuve d'une grande générosité que de prendre des gens pour les laisser dormir dehors. Et donc tout ça, ça doit se discuter. Donc évidemment, il faut pouvoir loger, mais pour pouvoir loger, il faut construire. Et pour construire, et si on veut faire de la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre des terres sur les terres agricoles, si on ne veut plus prendre sur les ressources et les réserves naturelles, ça veut dire qu'effectivement, on est obligé de densifier l'habitat. Et quand on densifie l'habitat, on sait que ça marche pas parce qu'on sait qu'on concentre les misères. Donc à un moment donné, c'est le poisson qui se mord la queue, et donc là, vous avez une contradiction majeure, et cette contradiction majeure, il faut pouvoir la discuter. Peut-il y avoir une politique environnementale avec un accroissement de la population terrible, alors qu'en fait, qu'on va chercher et qu'on force à croître pour des raisons politiques, et donc, bon, voilà, moi je pense que c'est pas la solution et qu'on doit accepter la décroissance démographique naturelle, tendancielle, telle qu'elle est. Au contraire, il ne faut pas chercher à la contrarier. Mais comme on est en Europe et que le poids des pays en Europe, il est fonction de nombre d'habitants que vous avez, en grande partie, le nombre de députés européens, etc., il y a une course à l'échalote des pays européens à qui aura le plus d'habitants. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas voir leur nombre d'habitants baisser. Mais pourtant, l'intensité, la concentration, la densité, c'est l'échec assuré. Et croire que les gens ils vont être plus heureux parce qu'ils sont dans un grand ensemble qui est isolé en laine de bois et pas en laine de roche, c'est de la foutaise, c'est pas vrai, c'est pas ça qui fait le bonheur. On va faire le malheur de tous en s'entassant dans des grands ensembles, sans verdure, sans espace vert, etc., etc. Et puis mettre 4 arbres, ça c'est pas ça le... Alors, le seul modèle durable, en réalité, c'est celui des anciens. Et moi, je l'ai toujours dit, ça fait des années que je le dis, c'est le modèle du village, c'est le modèle du hameau, du village, du bourg, de la petite ville, de la sous-préfecture et de la préfecture. Et tout ça, c'est à une journée à pied au maximum. Et tout ça, c'était les circuits courts de l'époque où on n'avait que le cheval et la calèche et où on n'avait pas la voiture. Et c'était notre organisation de circuits courts qui nous permettait justement de nous organiser, de nous structurer sans avoir à dépenser d'énergie fossile. Notre organisation d'avant la voiture, d'avant les camions, d'avant les énergies fossiles, c'est celle-là. D'accord? C'est l'organisation du village, du hameau, du village, du gros bourg, de la petite ville, de la sous-préf et de la préf. Et tout est à une journée de cheval et une journée à pied. Voilà. Donc, je pense que le gros de la réflexion doit être là. Il y a un seul homme politique qui en parle actuellement. C'est Arnaud Montebourg. Et Arnaud Montebourg, vous pouvez regarder, ça c'est un article des Échos. Il dit quoi? Montebourg veut attribuer des logements vacants gratuits contre rénovation, prônant un retour à la terre. L'ancien ministre socialiste candidat à l'élection présidentielle propose de céder des biens immobiliers à des personnes souhaitant accéder à la propriété pour qu'ils les rénovent. Une façon aussi, selon lui, de revitaliser certaines zones rurales. Donc évidemment, moi je le vois dans ma petite zone, dans mes petits courements. Excusez-moi, nous avons des centaines de milliers de maisons vides dans des hameaux qui ont été désertifiés. Nous avons énormément de bâtis qui ne demandent qu'à être reconstruits, qu'à être rénovés. Et donc, plutôt qu'effectivement avoir une politique de construction bête et méchante de maisons neuves, ce que je veux bien entendre, on peut tout à fait rénover, voire même détruire certains bâtis anciens pour reconstruire des maisons neuves dessus, pourquoi pas, ou rénover de l'ancien, pourquoi pas, mais évidemment, après l'exode rural, c'est le retour, et c'est au tour de l'exode urbain, les gens ont envie de retourner à la campagne, et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe
Et c'est ce qui explique la hausse spectaculaire des départs des villes, notamment d'Île-de-France, pour aller vers des zones beaucoup plus campagnardes. Moi, dans mon petit coin de Normandie, 50% aujourd'hui des achats réalisés dans le coin le sont globalement par des gens qui viennent de la région parisienne et qui n'en peuvent plus de cette vie horrible. Ils sont chassés parce que... voilà, à Paris ou en région parisienne, si vous avez des poussettes, des enfants, que vous vous entassez dans un clapier, que vous n'avez pas d'espace, vous devez aller faire vos courses en trottinette, prendre les transports en commun avec la poussette, enfin bon, tout ça c'est charmant, c'est adorable, mais ça vous coûte une fortune, votre vie elle est infernale, vous pouvez rien faire, vous êtes au 6e sans ascenseur, enfin bon, c'est super, et puis ça vous coûte 1000 € pour avoir des conditions de vie absurdes, alors que pour 600 ou 700 € par mois, vous êtes propriétaire d'une maison en Normandie et vous remboursez le crédit. Donc tout ça, évidemment, ce sont des vrais sujets et l'habitat, la manière dont on vit, la manière dont la ville est en train de devenir obsolète, ce sont évidemment des grands changements. Et donc Arnaud Montebourg, pareil, on est pour, on est contre, c'est pas le sujet, hein, c'est pas, je suis pas en train de vous dire votez pour Montebourg, c'est pas mes propos, mais en tout cas, Montebourg, sur ce sujet, voilà, il a une réflexion là-dessus et c'est intéressant, et c'était intéressant d'en parler, parce qu'il a une réflexion. Donc faut-il moins construire? Oui, bien sûr qu'il faut moins construire parce que construire est très polluant. L'une des principales sources d'émissions de CO2, de carbone, de tout ce que vous voulez, c'est les cimenteries. Donc le ciment et le béton, c'est extrêmement polluant parce que c'est hyper énergivore. Pour moins construire, il faut rompre avec la politique de croissance démographique et casser cette contradiction des dirigeants européens et français autour de l'immigration, je vous en ai parlé. Pour moins construire, il faut rénover l'existant car rénover pollue moins et nécessite moins de matériaux que la construction neuve. Et pour moins construire et nous désensibiliser de la voiture, il faut revenir à notre organisation où le pays était organisé autour du transport hippomobile, hein, c'est-à-dire à cheval, à calèche ou avec un petit âne, le petit âne trop sur lequel on le battait, donc pas le battait comme ça, on le battait, c'est-à-dire on lui mettait un bas pour faire du transport, hein, et donc c'était l'âne qui portait les 30 ou 50 kilos, et puis le monsieur qui marche à côté, et puis quand l'âne ne veut plus avancer, il avance vraiment plus. Expérience vécue aussi. Donc l'organisation, si on veut se passer de la voiture, elle va vers se réapproprier la campagne. C'est d'ailleurs ce que dit Yves Cochet de l'Institut Momentum et qui est un ancien ministre de l'écologie. Alors résumons, la maison individuelle permet le confort, la résilience familiale, vous pouvez avoir votre potager, la sérénité sociétale, car l'espace apaise les tensions, c'est une évidence, la maison c'est bien, réoccuper le territoire c'est bien, il faut arrêter avec la densification et parler d'intensification et d'intensité, même si on met le mot heureux derrière, je pense que c'est un échec, il faut le dire, il faut pas y aller, on s'est déjà planté, on a déjà cassé nos grands ensembles, si vous m'expliquez qu'on va refaire des grands ensembles mais que cette fois-ci ce sera différent, c'est pas vrai, ça sera la même chose, si on concentre la misère, vous aurez les mêmes problèmes. Et si vous l'étalez, ça sera pas mieux. Bon, il faut défendre la maison individuelle dans le cadre aussi d'un parcours résidentiel. Voilà, donc on doit penser le parcours résidentiel de nos concitoyens et de nous, citoyens. Il faut avoir une politique ambitieuse de rénovation et réoccuper nos territoires, un petit peu ce que disait Montebourg. Réaménager le territoire tel qu'il était avant la révolution industrielle est une bonne solution pour affronter la nécessaire transition écologique et énergétique, et enfin ne pas faire contre les désirs des gens, mais avec le désir des gens. Et donc un responsable politique aujourd'hui ne doit pas dire il faut plus de maisons, vous êtes 75% à avoir des maisons, mais il faut plus de maisons. Le responsable politique aujourd'hui, vous êtes 75% à vouloir des maisons, vous êtes 75% à avoir envie d'habiter en maison. Eh ben comment peut-on faire pour que ce rêve devienne une réalité avec un certain nombre de contraintes? Car oui, il y a des contraintes, donc ça ne sera pas tout le temps possible, mais on peut réhabiliter des maisons, on peut détruire des maisons et reconstruire de la maison neuve sur des anciens habitats, on peut peut-être garder des murs, bref, on peut faire croître un certain nombre de technologies, décroître certaines autres choses, mais on doit pouvoir le réfléchir sans qu'on nous dise plus de maisons, terminé, tout le monde va s'entasser dans des grands ensembles et QR code généralisé pour rentrer dans l'immeuble avec contrôle social à la chinoise. Ouais. Aller plus loin.
Donc c'était le dossier stratégie d'octobre 2020, donc les abonnés n'hésitez pas à aller relire ce dossier sur immobilier, le choc de la transition écologique et énergétique sur le logement évidemment, hein, donc on visualise dans ce que je disais dans ce dossier, on le visualise dans le discours de Wargon, les choses vont changer y compris sur l'urbanisme et la manière dont on habite et dont on occupe le territoire et donc la fiscalité, etc. L'appréciation de l'habitat individuel et collectif neuf aux dernières normes, je parle de l'appréciation en termes de prix. Plus c'est neuf et plus ce sera un habitat individuel, plus ça aura de la valeur, surtout si on en construit moins. Moins on construira de maisons, plus les maisons actuelles prendront de la valeur. Et pourrons-nous seulement encore construire dans quelques mois si les pénuries perdurent? Voilà des questions fondamentales. Les amis, c'était les éléments de réflexion que je voulais partager avec vous autour de cette sortie de Emmanuel Wargon, ministre de Logement, sur l'habitat dans les maisons individuelles. Si voilà, vous mettez un doigt de schtroumpf, vous cliquez sur la petite clochette pour pouvoir activer les notifications, vous partagez massivement cette vidéo parce que c'est important que les gens soient conscients de ce qui est en train de se passer, y compris sur la manière dont on habite et dont on se loge. Et mon Dieu, que c'est important le logement dans notre vie quotidienne, c'est notre plus gros budget, c'est là où nous vivons, c'est là où nous avons nos enfants, c'est là, bref, c'est fondamental le logement dans la vie des familles et dans la vie des Français. Et puis évidemment, vous vous abonnez gratuitement à la newsletter, à la lettre d'information, l'infolettre, comme disent nos amis canadiens et québécois, gratuite, quotidienne, sur le site insolentiae.com. Et si vous faites /boutique, ou boutique en haut, eh bien, vous pourrez vous abonner à la lettre stratégie. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce JT du grenier consacré à la sauvegarde des greniers de France et de Navarre. Je vous souhaite une belle semaine. Je m'en vais tousser, sniffer, renifler et cracher mes glaires et mes poumons hors caméra et hors vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine et prenez grand soin de vous. Salut les amis, à très bientôt. Merci à vous tous. Salut.